Je vais essayer de conclure cette belle journée par les situations où ça se passe pas bien, quand on n'a pas bien choisi la greffe, puis quand on n'a pas préparé le retour au terrain, c'est-à-dire quand on est en échec de sa plastie du croisé. Donc en fait, actuellement en France, il y a à peu près 35 000 ligamentoplasties du croisé qui sont réalisées par an, avec une chirurgie qui a plutôt bonne réputation, avec 75 à 90% de bons ou excellents résultats. Ce qui sous-tend de facto qu'il y a donc 10 à 25% de résultats insuffisants. Donc après, il faut être vigilant parce qu'un résultat insuffisant, ça ne veut pas forcément dire reprise. Déjà, la première difficulté, c'est de définir qu'est-ce qu'un échec de ligamentoplastie. Est-ce que c'est une instabilité subjective ressentie par le patient ou une laxité objective? Est-ce que c'est une raideur, des douleurs antérieures ou juste un échec fonctionnel avec une insatisfaction du patient qui a une diminution de ses activités sportives ou une gêne quotidienne? Donc je vais vous traiter dans ce topo, parce que c'était un peu trop large, uniquement des re-ruptures. Faut savoir que les croisés sarcassent. Dans certaines publications, les taux de rupture sont de plus de 15%, en particulier chez les sujets jeunes ou chez les patients qui pratiquent des sports à risque, en particulier les sports de combat. Donc ces risques de re-rupture, ces re-ruptures, elles ont souvent un mécanisme multifactoriel. Il faut savoir que finalement, le traumatisme isolé est relativement rare, avec moins de 30% des cas. En fait, souvent, il s'y associe une erreur technique qu'on va essayer de démembrer après. Et il y a également une notion qui est assez importante et un peu moins connue et qui a été moins étudiée, c'est les échecs biologiques, qui correspondent souvent à une absence de ligamentisation ou à une nécrose progressive de la greffe. Donc ça, typiquement, c'est le patient qui vient nous voir en consultation, qui concrètement a été bien opéré, qui n'a pas eu de traumatisme itératif et qui pourtant a recassé ou s'est détendu. Donc, cette chirurgie de reprise, c'est une chirurgie qui est réputée plus difficile, avec de nombreuses difficultés techniques qu'on va voir plus tard, et dont l'analyse des dossiers se doit d'être encore plus rigoureuse qu'habituellement. Donc, finalement, cette analyse des dossiers va devoir répondre à 3 questions différentes. Qui on a en face de nous? Pourquoi le patient a recassé? Et comment on va s'y prendre pour que ça ne recasse pas une deuxième fois? Donc l'analyse du patient qu'on a en face de nous, elle est fondamentale. Il faut bien évaluer ses activités et son niveau sportif avant la première intervention, les suites de l'intervention, la nature exacte de sa plainte et surtout de la volonté de retour au sport. Ce d'autant plus qu'on s'adresse souvent à des patients qui sont plus vieux. Et le patient qui a été opéré de son croisé à 30 ans et qui recasse à 45, on va peut-être pas lui proposer la même chose et raisonner pareil. La première étape pour bien analyser la situation, c'est de récupérer son compte-rendu opératoire afin d'avoir toutes les informations concernant la greffe précédemment utilisée, l'emplacement des cicatrices, la technique de réalisation des tunnels et le mode de fixation, et le statut initial méniscal et cartilagineux qui a pu évoluer entre-temps. Vraiment, le nœud du problème, c'est déjà de savoir pourquoi le patient a recassé, parce que en fait, souvent, il y a une cause. Donc à l'interrogatoire, il faut essayer de retracer l'historique de la première intervention. Est-ce qu'il y a eu des complications? Essayer de savoir un peu comment s'est passée justement la rééducation. Est-ce qu'elle n'a pas été trop rapide? Est-ce que la reprise des activités sportives elle a été encadrée? Est-ce qu'elle n'a pas été trop précoce? Et puis quand même essayer de dépister un trauma. L'examen physique, il va déjà s'atteler à confirmer la récidive de laxité antérieure et ensuite essayer de trouver des facteurs de risque. Alors le premier, c'est une hyperlaxité constitutionnelle avec l'existence d'un récurvatum symétrique. Le dépistage, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, des lésions associées, en particulier sur les ligaments collatéraux ou sur les points d'angle, avec des laxités en varus, valgus, genoux verrouillés ou déverrouillés. Et bien sûr, si c'est le cas, ces lésions associées, elles devront être traitées dans le même temps. Donc l'étiologie des échecs, le plus souvent, c'est quand même des fautes techniques, malheureusement pour nous chirurgiens. Il est encore relativement fréquent de voir des tunnels pas bien positionnés, comme sur cette photo avec un tunnel fémoral manifestant beaucoup trop antérieur, ce qui donne une greffe beaucoup trop verticale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur l'IRM, on peut avoir une greffe qui est là, mais qui ne fait pas vraiment son boulot, parce qu'une greffe verticale, vous n'allez pas bien contrôler la laxité rotatoire et favoriser la re-rupture. On va essayer de s'atteler à trouver une cause d'échec qui vient du patient. Donc, est-ce qu'il est hyperlaxe? Est-ce qu'il est obèse? Et est-ce que sa laxité rotatoire était initialement importante? Donc ça, on va essayer de récupérer les comptes rendus peut-être de consultations précédents. Et après, il y a des critères morphologiques, en particulier sur l'extrémité supérieure du tibia, avec des patients qui ont des excès de pente tibiale ou de varus épiphysaire.
Donc le bilan, après avoir fait un examen clinique bien sûr exhaustif, on va s'aider de l'imagerie. Donc des radiographies toutes bêtes, ça nous donne déjà pas mal d'informations, notamment sur le positionnement des tunnels. Donc on va, pour rappel, le tunnel tibial doit être en arrière de la prolongation de la ligne de Blumensaat. Et pour analyser le positionnement du tunnel fémoral, on va utiliser l'index d'Aglietti en vérifiant que le tunnel est vraiment suffisamment postérieur, parce que vraiment la cause d'erreur la plus fréquente, c'est d'avoir un tunnel fémoral trop antérieur. Sur les radios, on va pouvoir voir si le patient était ou est devenu arthrosique, s'il a un défaut anatomique qui favorise la rupture, à savoir un excès de pente ou un varus épiphysaire, et s'il y a du matériel en place. L'IRM, il va servir éventuellement à confirmer le diagnostic. Encore une fois, il ne faut pas se laisser avoir dans certains cas où la greffe est présente, mais elle ne fait pas son boulot. L'IRM va surtout être intéressant pour avoir un statut précis méniscal et cartilagineux, parce que ça peut vraiment péjorer le pronostic. On peut éventuellement, si on a un doute, mais c'est vraiment pas obligatoire, s'aider de mesures laximétriques avec un télos et un GNRB. Et alors pour le coup, on a souvent l'utilité de réaliser un scanner qui va permettre d'avoir une analyse plus fine et plus fiable du stock osseux. Donc maintenant qu'on a attesté que le greffon avait recassé, qu'éventuellement le patient est motivé et qu'on va être amené à le réopérer, comment on fait? Donc déjà, le choix de la greffe, alors le plus souvent, de très loin, on va choisir une autogreffe. Le plus souvent, cette autogreffe, elle va être différente du premier greffon utilisé, même si on peut éventuellement faire des prélèvements itératifs, notamment sur le tendon rotulien, après 18 à 24 mois après la première chirurgie. Il y a des études qui ont décrit l'utilisation de ligaments synthétiques, comme le LARS, ce qui peut être intéressant dans les lésions multiligamentaires, mais c'est vraiment peu utilisé en France et en Europe. Et enfin, on peut avoir recours, surtout quand il y a plusieurs chirurgies itératives, aux allogreffes. C'est une solution qui est très utilisée aux États-Unis, notamment parce que ça présente un gros avantage en termes de morbidité. On n'a pas toute la morbidité du site donneur. Mais le problème majeur, c'est le coût. Il y a quand même des questions sur l'intégration et la ligamentisation de ces allogreffes. Et puis surtout en France, sur leur disponibilité, parce que les banques de tissus sont pas très riches. Il faut aussi noter qu'il y a quand même pas mal de publications qui montrent des résultats qui sont bien moins bons de ces allogreffes, notamment chez les jeunes athlètes. Après, sur le choix technique, est-ce qu'on va réaliser un simple ou un double faisceau? Et surtout, la question fondamentale, c'est surtout est-ce qu'on va adjoindre à la plastie intra-articulaire une plastie extra-articulaire, ce qui en France se fait quand même très souvent. Donc comment on s'y prend? Alors la première difficulté technique, c'est la gestion des tunnels précédemment réalisés. Déjà, est-ce qu'il y a du matériel qui peut nous faire barrage avec des vis d'interférence métalliques? Et ensuite, une question qui est quand même importante, c'est celui de la ballonisation des tunnels. Vous avez ici quand même un cas historique, c'est-à-dire que si vous essayez de remettre un croisé là-dedans, vous imaginez bien qu'on va avoir du mal à faire tenir quelque chose. Donc ça peut faire poser la question d'une chirurgie en 2 temps, avec une greffe première et une ligamentoplastie itérative dans les 4 à 6 mois. Éventuellement, ça a été décrit une greffe osseuse dans le même temps que la reprise, ou une fixation en trichant avec 2 vis d'interférence, ce qui peut poser des problèmes d'intégration secondaire du transplant. Donc une fois qu'on essaye de réfléchir sur les tunnels qui ont déjà été réalisés, maintenant il faut faire les nôtres. Alors en fait, finalement, vous avez 2 cas de figure qui sont assez distincts. Il y a les cas très faciles. Le cas très facile, c'est quand la première chirurgie elle a été bien faite, on réutilise éventuellement les mêmes tunnels. Ou si les tunnels précédemment réalisés, ils ont été extrêmement mal réalisés. C'est-à-dire qu'ils sont tellement loin de la vérité que finalement on fait notre chirurgie de première intention, une chirurgie de reprise comme une première intention. Sur le fémur, souvent c'est assez facile de changer d'orientation du tunnel. Vous voyez là un tunnel qui, en rouge précédemment, avait été probablement un peu trop vertical. Il suffit d'incliner un peu la main et de mettre un peu de pronation, et puis finalement vous inclinez un peu plus et vous n'êtes pas du tout gêné par le premier. Finalement, le cas de figure le plus difficile, c'est surtout au tibia, lorsque le tunnel réalisé initialement est pas nickel, mais pas non plus aberrant, parce que là finalement vous êtes potentiellement obligé d'élargir un peu le tunnel, ce qui peut poser problème, surtout quand le tunnel initial il a déjà été un peu ballonisé. Donc là, c'est des exemples, un exemple de gestion des tunnels. Donc vous avez ça, c'est les IRM préopératoires. Donc c'est une technique qui avait été réalisée au tendon rotulien avec un tunnel fémoral qui était trop vertical et surtout trop antérieur.
que j'avais repris par une technique au fascialata repris au droit interne, avec un tunnel secondairement beaucoup plus postérieur et beaucoup plus horizontal. Qu'en fait, là, dans ce cas de figure, j'ai pas du tout été gêné par les tunnels précédemment réalisés. Le tunnel tubial était correct, donc je me suis remis dedans. Donc là, vous avez une vue arthroscopique. Donc ça, c'est la greffe précédemment réalisée. Donc déjà, elle était complètement détendue, et surtout, il y avait une récidive du ressaut qui était énorme, parce qu'elle était beaucoup trop verticale. On voit là la vis d'interférence métallique qui avait été utilisée initialement, qui n'était pas du tout où elle devait. Donc j'ai refait un tunnel plus horizontal, bien plus postérieur, et ça, c'est le résultat après. Donc dans les résultats, bon, toutes les études s'accordent à dire que les résultats cliniques sont quand même moins bons que sur une chirurgie de première intention. Donc ça, c'est quand même important d'en parler aux patients avant de poser l'indication. Donc Wright a décrit dans une méta-analyse qui portait sur plus de 20 publications et plus de 850 patients un taux d'échec 3 à 4 fois supérieur, des scores fonctionnels IKDC ou l'ISHOM qui étaient vraiment moins bons. Toutes les études s'accordent à dire également que l'existence des lésions cartilagineuses qui sont beaucoup plus fréquentes, surtout s'il y a des chirurgies multiples, et donc encore une fois un pronostic qui est d'autant plus péjoré. Donc en conclusion, les causes de re-rupture, j'aurais dû plutôt l'appeler comme ça, c'est souvent des causes qui sont multifactorielles. Ça nécessite une analyse rigoureuse, et il faut bien prévenir les patients que le pronostic est souvent moins bon, et donc être quand même parfois raisonnable sur les indications de reprise. Je vous remercie. Question. Tout le monde veut partir. Est-ce que tu fais de l'âge civil un paramètre Non, c'est plus utile. C'est plus le profil sportif. Comme je dis aux patients, quand j'avais 20 ans, je trouvais que 40 c'était très vieux, et puis maintenant que j'ai 40, je trouve que je suis un apex, c'est pour ça que je me suis fait opérer il y a 6 mois. Donc non, c'est plus le profil sportif, mais de leur dire que le taux de retour au sport, il va être moins bon que dans l'autre, donc il faut qu'il pèse le pour et le contre. D'autant plus, c'est des patients qui sont souvent plus vieux, qui ont un boulot, qui ont les gamins. Donc ça, pour le vivre, quand vous avez 2 gamins en bas âge, aller se rééduquer, c'est un peu plus pénible que quand vous êtes 20 ans et que vous gérez que vous. Et est-ce que tu penses que les suites de la rééducation et dans les protocoles et dans la durée sont différents? Il faut les annoncer comme différents d'une première intervention. Alors, pas forcément, parce que quand le patient, grosso modo le quadra, c'est un cas un peu peut-être caricatural, mais le quadra qui a été opéré à 25, éventuellement qui se fait réopérer, un peu de la même façon que la première intention, souvent c'est des patients qui sont un peu plus rigoureux, qui vont peut-être un peu moins s'écouter, et finalement les suites sont pas forcément, à partir du moment où ils sont décidés, elles sont pas forcément plus dures. Mais il faut quand même les mettre face à leurs responsabilités, que se faire réopérer. Un truc tout bête, si par exemple un échec de DIDT. Donc derrière, vous ne pouvez pas lui refaire les ischios. Si le patient, vous le reprenez avec un tendon quadricipital ou un tendon rotulien, les suites immédiates, ça ne va pas forcément être les mêmes. Le quadriceps, qui va être quand même beaucoup plus dans les chaussettes, il va falloir le récupérer. Donc les suites ne vont pas forcément être les mêmes que précédemment. Ce d'autant plus qu'il a peut-être la lésion méniscale en plus, un peu d'arthrose avec le genou qui va rester plus réactif, etc. Je pense qu'il faut surtout pas les dissuader, mais leur donner les informations en leur disant potentiellement ça va être plus dur, ça ne sera pas forcément comme il y a 10 ou 15 ans. Sur les séries là, qu'on a fait, là, sur les 600 et quelques, il y avait 2 choses qui étaient caractéristiques, c'est que les genoux sont plus abîmés. Donc les IKDC, tu pars de A à B, enfin, allez, pas de A, faut pas dire ça, mais il part de B à C sur les premières intentions, et tu pars de C à D, c'est-à-dire qu'alors, au lieu d'avoir une lésion méniscale sur 2, tu as toujours des lésions méniscales. Au lieu d'avoir une lésion cartilagineuse sur 2, tu as toujours des lésions cartilagineuses. Donc tu n'es pas sur les mêmes départs. Tu n'es pas au même point de départ. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de reprise du sport, sur tous les critères, tout est différé. Par contre, tu reprends au même niveau, au même type de sport que tu fais, dans les délais, tout est différé. Alors, tu reprends, sauf que tout est différé de 2 mois. C'était ça qu'on avait vraiment été caractéristique, c'est-à-dire que le sport en ligne c'est différé de 2 mois, le sport pivot est différé de 2 mois, le sport habituel est différé de 2 mois. Et en fait,